Monsieur Dologuélé, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une, sinon la personnalité politique centrafricaine qui fait la une de l'actualité de ce pays ces derniers jours, non seulement du fait de votre déclaration sans ambiguïté de candidature à la prochaine présidentielle à l'issue de la transition en cours, mais aussi et surtout à cause de vos récentes prises de position contre les violations des droits de l'homme commises par les éléments de la Séléka sur les populations civiles. Votre interview sur la radio internationale a provoqué l'ire des dirigeants de la Séléka au point que le porte-parole de cette rébellion s'est cru obligé, lors d'un point de presse relatif au 100e jour du pouvoir, de s'en prendre vertement à vous en portant des accusations graves sur vos gestions antérieures à la tête des différentes institutions que vous avez dirigées. Avant de revenir sur ces questions de gestion, nous aimerions savoir votre état d'esprit au jour d'aujourd'hui. Écoutez, mon état d'esprit, le peuple centrafricain souffre comme il n'a jamais souffert d'une situation très difficile qui, certes, a commencé un tout petit peu à trouver des solutions, notamment à travers des décisions qui sont prises au niveau de l'Union africaine et qui, nous le souhaitons tous, verront un jour leur application sur le terrain. Mais tant que nos parents ne sont pas heureux, notre état d'esprit, c'est de partager avec eux ce marasme moral qui est leur lot quotidien aujourd'hui. Et donc, il était mon devoir de dénoncer un certain nombre de choses. Je n'ai pas été seul à le faire. Vous avez vu que les archevêques de Centrafrique l'ont fait. Vous avez vu que Human Rights Watch l'a fait, que les ONG l'ont fait. Et donc, tous ceux qui vivent à Bangui savent que la situation est difficile. Elle est difficile pour tout le monde, y compris pour nous autres Centrafricains qui ne vivons pas sur le terrain, mais qui ressentons cela durement, avec beaucoup d'inquiétude, avec beaucoup de souhaits qu'un jour ces problèmes soient derrière nous. Ne regrettez-vous pas cette déclaration de candidature que vos adversaires qualifient de prématurée et inopportune? M. Gaza-Béti déclarait d'ailleurs à cet effet, je cite, « Au moment où on essaie de panser les plaies, au moment où tout le monde essaie de s'unir pour régler les problèmes des Centrafricains, lui, en parlant de vous bien sûr, est là à dire qu'il est candidat. » Fin de citation. Qu'en pensez-vous? Écoutez, il est entendu dans tous les forats qui sont tenus aujourd'hui sur la République centrafricaine que la crise actuelle devra déboucher nécessairement par une fin de période de transition qui sera matérialisée par une organisation d'élections législatives, présidentielles et même d'un référendum constitutionnel. Ça veut dire que ces élections sont prévues dans un délai de 18 mois maximum. 18 mois, ça paraît long, mais c'est assez peu. Et nous sommes obligés, nous autres qui souhaitons aller en compétition pour ces élections, chacun est obligé de manager la manière dont il va gérer sa candidature. Moi, j'ai été absent de la scène politique pendant 12 ans. Compte tenu de cette absence, j'ai décidé avec mon équipe qu'il était urgent que j'annonce cette candidature, que les populations savent que je serai un compétiteur et que je mette le temps, les moyens et l'énergie nécessaires à me préparer pour être prêt pour la compétition. Certains Centrafricains peuvent ne pas aimer cette décision, mais c'est la nôtre. Et chaque candidat aura son moment de décision quand il l'aura choisi. Et je pense que les uns et les autres comprendront aisément que dans une démocratie, il n'y a pas une cloche qui sonne pour donner le signal d'une volonté politique qu'on manifeste. Je souhaite que les conditions soient réunies pour que ces élections soient enfin organisées dans la transparence. Mais quant à moi et à ceux qui voudront bien m'accompagner,
nous nous mettrons en ordre de bataille dès que possible pour être performants le moment venu. C'est pour ça que je suis un peu surpris par la nervosité affichée de certains par rapport à cette déclaration, parce que finalement, quel est le problème que ça pose? Ça ne pose aucun problème quant à la sécurisation du pays, puisque les efforts sont en cours par tout le monde et surtout par les pays amis et les institutions amies qui nous accompagnent. Je ne vois pas en quoi une déclaration de candidature va gêner le processus de pacification du pays. Je ne vois pas. Donc, je pense que c'est un événement. J'ai écrit au Premier ministre pour rappeler cela. Il ne faut pas accorder plus d'importance que cela à cet événement. Ne regrettez-vous pas cette déclaration de candidature que vos adversaires qualifient de prématurée et inopportune? M. Gazambeti déclarait d'ailleurs à cet effet, je cite, « Au moment où on essaie de penser les plaies, au moment où tout le monde essaie de s'unir pour régler les problèmes des Centrafricains, lui, en parlant de vous bien sûr, est là à dire qu'il est candidat. » Fin de citation. Qu'en pensez-vous? Mais il ne vous a pas échappé que les élections présidentielles étaient prévues il y a un an. Elles étaient prévues pour 2016. Donc les élections présidentielles étaient prévues. Après les accords de Libreville, ces élections étaient toujours prévues pour 2016. Après l'entrée de Seleka dans Bangui, compte tenu du fait qu'il y a eu une prise de pouvoir par les armes, l'Union africaine, la CEAC, la communauté internationale a exigé que le pouvoir soit rendu aux civils dans un délai de 18 mois. Donc, dans tous les cas de figure, des élections sont aujourd'hui prévues dans 18 mois. La population est dans une situation difficile et notre pays aussi. Des efforts sont faits pour trouver des solutions durables à ces problèmes de sécurité. Mais, à l'issue de ces efforts, il y aura des élections présidentielles. Donc, il est temps que les populations commencent à se demander quels sont les compatriotes qui vont porter leur destin dans ce délai. Il faut donner de l'espoir aux populations et non pas leur donner le sentiment qu'aujourd'hui, elles vivent dans une situation dont elles ne savent pas quand est-ce qu'elles s'en sortiront. J'ai annoncé ma candidature parce que je pense que 18 mois, c'est long et c'est peu. Je travaille avec une équipe et nous faisons de la stratégie. Dans notre stratégie, nous avons pensé que 18 mois, c'était assez peu par rapport à quelqu'un qui a été absent du territoire pendant 12 ans. Donc il fallait annoncer assez tôt pour marquer les esprits, donner cet espoir à ceux qui voudront bien nous suivre et nous donner les moyens d'être prêts au moment voulu. Donc voilà pourquoi l'annonce de cette candidature maintenant. Et je pense que de ce que j'observe, beaucoup de Centrafricains accueillent très favorablement cette annonce de candidature. Le ministre que vous avez cité était un Centrafricain comme tout autre. Il n'est pas obligé de partager le sentiment général. Il peut avoir son avis. Je regrette simplement qu'il ait donné cet avis ès-qualité, c'est-à-dire en tant que ministre de la communication, de la réconciliation nationale. Je regrette que cela ait été donné dans ces conditions, mais je pense que l'incident est clos. J'ai écrit au Premier ministre, chef du gouvernement, pour rappeler que le gouvernement avait un devoir de réserve par rapport à ces questions-là. Le Premier ministre est quelqu'un de responsable. Il prendra les dispositions qu'il faut pour recadrer son membre du gouvernement. Donc je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'insister dessus. Monsieur Dologui, vous avez été ministre des Finances, puis Premier ministre sous le régime du feu président Patassi. Vos adversaires politiques affirment que votre passage à travers ces différentes responsabilités fut désastreux. Certaines mauvaises langues
affirme d'ailleurs que vous étiez impliqué dans l'affaire de tentative de blanchiment d'argent qui a coûté à Feu Yolo Gaza son poste à la BEAC. On vous accuse par ailleurs d'avoir introduit en Centrafrique le groupe Fotso, qui a racheté une banque à travers laquelle des trafics financiers, pour reprendre les propos de Gazambeti, auraient été organisés. Que répondez-vous à toutes ces accusations? J'espère que ce n'est pas des accusations, parce que si c'est des accusations, il faudrait que la justice tranche. J'ai considéré ça comme des insinuations. Et donc je vais essayer de répondre en considérant cela comme des insinuations. Il serait grave de la part d'un haut dirigeant de lancer sur des ondes nationales des accusations sans fondement sur un citoyen. Donc je prends le parti de considérer cela comme des insinuations. Alors, je vais parler de l'affaire que vous avez appelée Yolo Gaza. Jonas Yolo Gaza a été un grand frère que j'ai beaucoup respecté. Je dis a été parce que malheureusement, cet illustre compatriote est décédé depuis quelques années. Il a connu quelques déboires professionnels qui ont conduit à son licenciement. C'est un problème interne à la BEAC. Les fautes qui lui ont été reprochées ont été qualifiées au cours d'un conseil de discipline interne à la BEAC. Il se trouve simplement que c'est un dossier pour lequel le nom de l'État centrafricain était indûment cité. C'est pour ça que pour préserver ses intérêts, l'État a porté plainte contre ce compatriote à l'époque. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas, je ne vois pas qu'est-ce que Dolo Guélé vient faire dans ce dossier. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez, en avril 2000, j'ai fait l'objet en tant que Premier ministre chef de gouvernement d'une motion de censure. Et parmi les éléments qui ont été brandis par les députés et pour lesquels j'ai dû donner des explications claires, précises, à toute la nation centrafricaine, parce que ces explications étaient diffusées sur les ondes nationales, radio et télévision, j'ai longuement expliqué et dans le détail ce dossier. Donc je suis vraiment surpris que 13 ans plus tard, ce dossier revienne dans les discussions. Je pense que par décence et par respect pour cet illustre compatriote, certains sujets devaient être traités avec beaucoup plus de retenue. Je souhaite que dans la compétition politique, on n'oublie pas que notre rôle demain sera d'éduquer les populations et surtout les jeunes. Et donc nous ne devons pas nous-mêmes être ceux-là qui agitent des non-valeurs en essayant d'instrumentaliser les noms de personnes décédées pour se faire une espèce d'audience. Pour terminer sur ce sujet, je voudrais quand même signaler que la justice centrafricaine a encore des dossiers qui sont classés et que le dossier de la plainte de l'État est disponible. La BEAC, le siège de la BEAC a des dossiers de discipline qui sont disponibles. Ceux qui s'intéressent de près à ces dossiers-là, s'ils pensent que ça revêt un caractère tellement national qu'il faut en parler avec autant d'insistance, il faut qu'ils aillent consulter ces dossiers pour se faire une idée de la vérité dessus. Donc, ayant dit cela, je ne reviendrai plus sur l'utilisation abusive du nom de mon illustre grand frère. Pouvez-vous alors nous présenter votre véritable bilan pour cette période?
J'ai été ministre des Finances en 1997 et Premier ministre en 1999. Si je calcule bien, entre le moment où je suis rentré au gouvernement et maintenant, 17 ans sont passés. Et donc, vous me demandez de faire le bilan d'il y a 17 ans pour le poste de ministre des Finances et 15 ans pour le poste de Premier ministre, chef de gouvernement. Pourquoi pas? Il sera difficile de me souvenir de tout, mais bon, je vais essayer de retenir un certain nombre d'éléments. Je ne dirais pas forcément des éléments clés, parce que les centrafricains qui ont vécu cette époque se sont fait une idée et chacun peut retenir ce qu'il a estimé des éléments clés. Mais je voudrais vous rappeler quand même que depuis 1996 jusqu'au moment où nous nous parlons, la République centrafricaine n'a connu que des soubresauts militaires. Mutineries à répétition, tentatives répétées de coups d'État, et rébellions, prise de pouvoir par les armes, multiples rébellions à travers le pays. Et le dernier événement, nous l'avons connu en mars et nous sommes en train de vivre les conséquences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 1996 jusqu'aujourd'hui, nous n'avons connu que des soubresauts militaires et des forces étrangères, amies, qui venaient et restaient avec nous pour s'interposer entre nous, parce que nous avions cette sacrée tendance à nous rentrer dedans. Pourquoi je donne tous ces détails? C'est pour vous dire qu'il y a eu 2 années où non seulement nous n'avons eu aucun soubresaut militaire, mais il n'y avait aucune force étrangère dans le pays. C'est quand j'étais chef de gouvernement. Ça paraît anodin comme ça, mais c'est beaucoup. Pour réussir ça, il faut être sur tous les fronts. Vous vous souvenez que je prenais tous les coups. Dès lors qu'ils avaient un pushing ball et que j'acceptais de jouer ce rôle, les esprits étaient calmes et on pouvait faire autre chose. Il fallait être partout, il fallait être conciliant, il fallait avoir de l'autorité quand il le fallait, il fallait marquer l'autorité de l'État et il fallait surtout donner confiance aux militaires qui se sont battus entre eux et qui avaient besoin de se réconcilier entre eux et avec leur pays. Et ça, nous l'avons réussi à travers les 2 gouvernements que j'ai dirigés. C'est, à mon avis, un résultat que beaucoup n'ont pas pris le temps d'apprécier. Comme Premier ministre, j'ai fait face aussi à certains événements que peu de Centrafricains ont vécu. Par exemple, quand certaines forces rebelles avançaient vers l'Équateur, les forces de la République démocratique du Congo, qui étaient à Gbadolité, ont traversé avec armes et bagages. Je vous assure, il y avait 7000 hommes avec leurs familles, ça faisait 13 000 personnes. Nous avons organisé leur rapatriement dans la quiétude des populations et sans qu'à Bangui, qui que ce soit, ne soit rendu compte de cet événement. Ce n'est pas rien, parce qu'il y avait plus d'hommes en armes étrangers sur notre terrain que de militaires centrafricains eux-mêmes. Donc ça aurait pu être source de graves conflits. Nous l'avons fait. Vous vous souviendrez également que pour des raisons de politique extérieure, le Congo démocratique, en l'an 2000, a consommé la totalité du stock de carburant prévu pour le fonctionnement de l'État centrafricain. Donc pour la première fois de l'histoire de notre pays, nous nous sommes retrouvés sans une seule goutte de carburant. Nous avons fait face à cette situation. Elle a créé une crise économique majeure qui a été suivie par une grève de plus de 3 mois, ou une grève générale organisée par les syndicats. Nous avons fait fonctionner l'État sans incident pendant cette grève. Et si vous vous souvenez bien, cette grève a débouché
par ce fameux paiement de 3 mois simultanés de salaire dont certains fonctionnaires se souviennent encore. Donc, dans des situations extrêmement compliquées, nous avons gardé le sang-froid, nous avons gardé le cap et nous avons pu sortir le pays des crises sans problème majeur. Il faut le noter parce que ça n'a pas toujours été ainsi. Finalement, aujourd'hui, les gens sont très contents d'avoir l'hôtel Ledger, mais il a bien fallu que ce soit négocié par un gouvernement. Nous avons négocié et signé avec le gouvernement libyen la construction d'un hôtel 5 étoiles sur les ruines du fameux hôtel de 500 chambres qui était à l'abandon depuis une bonne trentaine d'années. Il y a un certain nombre de réalisations, je ne veux pas me mettre à les citer toutes, parce que l'État est une continuité, mais pour revenir à mes fonctions de ministre des Finances, j'ai été approché quand j'étais à la BEAC pour aider le pays à signer un programme avec le FMI. Il se trouve que dans mes anciennes fonctions à la Banque centrale, j'étais directeur des relations financières extérieures. Donc j'avais des relations soutenues avec les institutions de Bretton Woods. Il faut rappeler qu'il n'y avait pas eu de programme avec le FMI depuis 1989. Et nous étions en 1997. Et le programme exigeait un certain nombre de choses. La privatisation. Il fallait conduire certaines privatisations en termes dont l'UBAC, et je vous en parlerai tout à l'heure. Il fallait assainir les finances publiques et il fallait surtout rembourser les arriérés dus par l'État centrafricain aux institutions multilatérales qui étaient le FMI, la Banque mondiale, la BAD et d'autres. Je vous rappelle que nous étions dans une situation où il n'y avait plus d'assiette fiscale. Les mutineries venaient de détruire la quasi-totalité des usines et des entreprises du pays. Nous sommes passés de plus de 400 entreprises répertoriées comme grandes entreprises à moins de 200. L'assiette fiscale était réduite à sa plus simple expression. Il fallait quand même rembourser ses dettes. Il fallait s'organiser pour continuer à payer les salaires. Il fallait faire face aux problèmes de sécurité qui coûtent très cher. Il fallait s'occuper des bourses et des pensions. Avec rien du tout. Donc c'est compliqué de faire tout ça en même temps. Et nous l'avons fait. Et j'étais dans un gouvernement d'union nationale. Vous savez que c'est très difficile d'avoir de la cohésion dans un gouvernement d'union nationale. Malgré ça, nous l'avons fait. Ça a permis à la République centrafricaine d'avoir des annulations de dettes par le Club de Londres et le Club de Paris. Et ça nous a permis d'avoir un ballon d'oxygène. Et malheureusement, quand je suis parti, la série des crises a repris et a compromis ce programme. Les Centrafricains se souviennent peut-être qu'il y a quand même eu, dans l'histoire de ces 15 dernières années, un bâtiment public, parce qu'on dit que chez nous, il n'y a que des poubelles comme bâtiment de l'administration. Pour une petite somme de moins de 200 millions, j'ai cassé, entièrement reconstruit, rééquipé et décoré la primature. C'était un endroit digne où il faisait bon travailler et les étrangers qui venaient nous rendre visite respectaient le pays. Malheureusement, ce acquis a été détruit lors de la prise de pouvoir du 15 mars 2003. Il y a d'autres choses, mais bon, on ne va pas passer le temps à essayer de faire l'inventaire. D'autres le feront et pendant la campagne, nous continuerons à discuter de ces questions. Les jeunes de la fonction publique. Vous savez que j'avais noté que les recrutements se faisaient un peu dans le désordre. Et il fallait organiser ça. Il fallait organiser les départs à la retraite et il fallait organiser les recrutements pour que tous les ministères soient satisfaits et que les jeunes qui étaient candidats au recrutement
puissent avoir les mêmes chances à travers des tests pour accéder à la fonction publique. Nous l'avons commencé. La transparence dans la gestion des finances publiques. Que chaque jour, on puisse savoir qu'est-ce que l'État a eu comme recette, qu'est-ce que l'État va dépenser sur la journée, sur la semaine, sur le mois. Les fameuses réunions de trésorerie, c'est moi qui l'ai institué en tant que ministre des Finances. Et rassembler tous les patrons des régies tous les matins pour faire le point et avoir une manière de gérer les finances où tout le monde a le même niveau d'information. C'est moi qui ai institué cette réunion. D'ailleurs, je me souviens que pendant la grande grève de l'an 2000, l'épiscopat, donc la conférence des évêques de Centrafrique, est venu me voir pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on avait autant de problèmes. Je leur ai sorti la série des documents du comité de trésorerie et ça les a convaincus parce qu'ils ne pensaient pas qu'il y avait des documents aussi transparents sur la gestion des finances publiques. Donc, je ne vais pas passer du temps à vous citer des faits. Je pense que viendra le moment où on aura le temps de les recenser un peu plus dans le détail. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai fait que des choses bien. Parce qu'évidemment, la gestion d'un État est difficile. J'étais jeune, j'étais peut-être pas complètement politique, j'étais plutôt technocrate. Et donc, il y a des questions politiques qui auraient peut-être pu être gérées avec plus de maturité. Aujourd'hui, évidemment, je n'ai plus 42 ans comme je l'avais quand j'étais Premier ministre, j'en ai 56, acquis en maturité, en expérience. Mais nous avons fait des choses importantes. Certains pensent que payer les salaires, c'est le must qui donne les résultats d'un gouvernement. Vous avez bien vu que depuis 2005 jusqu'à son départ,